Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui un cours qui est très important. C'est les dysglobulinémies ou ce qu'on appelle les gammopathies monoclonales. On va aborder deux pathologies qui sont vraiment importantes. C'est le myélome multiple et la maladie de Waldenström. On va les expliquer. Et si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne, bien sûr, pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. C'est parti. Alors, on va commencer par une définition du mot dysglobulinémie ou gammapathie. Donc, c'est un désordre de la synthèse d'immunoglobuline. On va voir par la suite que toutes ces pathologies ont pour point commun, c'est la production par un seul clone, disons, de cellules, on va les appeler lymphocytes B, d'accord, des immunoglobulines. Généralement de façon monoclonale. C'est pour ça qu'on les appelle les gammopathies monoclonales. Donc, vous voyez, dysglobulinémie monoclonale. On ne va pas aborder les pathologies polyclonales, seulement les pathologies monoclonales. Mais bien sûr, bien évidemment, le mot dysglobulinémie veut englober les dysglobulinémies à la fois monoclonales et polyclonales. Il faut savoir que quand un clone de lymphocyte B se prolifèrent de façon anormale, ils vont produire des immunoglobulines d'un seul clone, c'est-à-dire d'un seul type de façon anormale. Et cette production, on les appelle gammapathie monoclonale, d'accord? C'est-à-dire la présence dans le sang d'un seul type d'immunoglobulines, ce qui est anormal. Normalement, dans notre sang, on trouve plein de types d'immunoglobulines, de type A, de type D, de type G. Et dans ce type de pathologie, notamment dans le myélome multiple, on a une prolifération anormale de lymphocytes, disons B, d'accord? C'est pas les lymphocytes B dans le myélome, mais disons, c'est les plasmocytes qui vont se proliférer de façon anormale et synthétiser des immunoglobulines d'un seul type, d'accord? Donc, on rentre dans le cadre des dysglobulinémies monoclonales. Très bien. Alors, comme rappel physiologique, on va passer rapidement. Les immunoglobulines sont des glycoprotéines, comme vous les savez, donc qui se trouvent au niveau du plasma, d'accord? Et ils sont synthétisés par les plasmocytes. Vous savez que les lymphocytes B, après qu'elles suivent ou qu'elles poursuivent ou qu'elles complètent la cascade de maturation au niveau de la moelle, ils vont synthétiser des plasmocytes, ils vont se maturer en plasmocytes, d'accord? Et ces plasmocytes vont synthétiser les immunoglobulines, d'accord? Les immunoglobulines qui vont capter l'antigène, d'accord? Et cet antigène et ce complexe antigène-anticorps va être phagocyté, là c'est un peu plus détaillé dans l'immunologie, d'accord? Va être phagocyté par les macrophages. Ça, c'est la cascade qui va se passer dans l'immunité humorale. D'accord? Donc LB, plasmocytes, et ces plasmocytes vont synthétiser les immunoglobulines. Vous savez que chaque anticorps est synthétisé, est formé de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes qu'on les appelle les chaînes lourdes, vous voyez, et 2 chaînes légères. D'accord? Voici le site de fixation avec l'antigène, et voici ce qu'on appelle la fraction constante, Fc region, donc fraction constante, qui a différents rôles qu'on ne va pas les citer tout simplement parce que ce n'est pas l'intérêt de notre cours. D'accord? Et il existe bien sûr, comme vous savez, selon la chaîne lourde, selon le type de la chaîne lourde, on a différents types d'immunoglobulines. On a l'IgG où la chaîne lourde est gamma, l'IgM la chaîne lourde est appelée mu, l'IgA la chaîne lourde est appelée alpha, l'IgD la chaîne lourde est appelée delta et l'IgE la chaîne lourde est appelée epsilon. Et voilà, il y a deux types de chaînes légères, kappa et lambda. Donc les chaînes légères, il y a aussi deux types, kappa et lambda. Ça, c'est rapidement. Bien sûr, les fonctions des immunoglobulines, on a dit que c'est une fonction de reconnaissance ou de connaissance de l'antigène spécifique, d'accord, qui va se fixer sur ce fragment-là. Et bien sûr, fonction effectrice, on a déjà dit que, bien sûr, les immunoglobulines ont en relation avec le système de complément, mais aussi avec les cellules phagocytaires qui vont phagocyter le complexe antigène-anticorps.
Alors, ce qui nous intéresse dans ces pathologies, c'est une exploration qui est très importante, c'est l'électrophorèse des protéines sériques. On ne va pas rentrer dans les détails, donc la vidéo sera vraiment longue, mais il faut savoir que le profil normal des électrophorèses des protéines, donc vous voyez la majeure fraction des protéines qui se trouvent au niveau du sang, c'est de l'albumine. D'accord? Donc l'albumine constitue la protéine majoritaire au niveau du sang. Voici les valeurs normales. Donc elle constitue, voici, jusqu'à 66% des protéines qui se trouvent au niveau du sang. Ensuite, il y a une fraction qu'on appelle alpha 1. Il y a différentes protéines qui rentrent dans cette alpha 1. Voici l'alpha 1 antitrypsine, l'oroso-mycoïde, etc. On a la fraction alpha 2. Plein de protéines forment cette fraction alpha 2. Je vais agrandir un petit peu. Et bien sûr, vous voyez la fraction bêta 1, bêta 2. Ce qui nous intéresse, c'est la fraction gamma. C'est celle qui va contenir nos immunoglobulines. D'accord? Donc, on a l'albumine qui est majoritaire. Alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 sont des fractions qui contiennent différents types de protéines qui se trouvent au niveau du sang. Et la fraction qui nous intéresse, c'est la fraction gamma. D'accord? C'est ça la fraction qui contient les immunoglobulines, des anticorps qui se trouvent au niveau du sang. N'oubliez pas que les anticorps, ce sont des protéines, d'accord? Et donc, toute augmentation de la quantité des protéines qui se trouvent au niveau du sang va s'accompagner de l'augmentation de l'amplitude de cette quantité d'immunoglobulines qui se trouve dans le profil normal des électrophorèses. C'est ça l'intérêt de faire l'électrophorèse des protéines sériques. Très bien. Alors, voici la classification des dysglobulinémies, d'accord? Voici la classification. Quand on a l'augmentation de différents types des immunoglobulines, c'est-à-dire à la fois on a l'augmentation des IgG, des IgA, donc différents types d'immunoglobulines, voici comment sera le profil de l'électrophorèse, d'accord? Donc, on aura un taux supérieur à 35 en DOM à base large. Voici la base du profil qui est large, d'accord? Donc, toujours référé à l'albumine, voici l'albumine, d'accord? Voici la fraction alpha 1, alpha 2 et bêta. Et voici la fraction, d'accord, alpha 1, alpha 2 et bêta. Donc bêta 1 et bêta 2, ils ont regroupé dans ce profil. Et voici le profil de l'électrophorèse des gamma. Vous voyez qu'il est différent du profil qu'on a vu précédent. Déjà, on a l'augmentation de la concentration, disons, des immunoglobulines qui se trouvent au niveau du sang. Mais quand on trouve la base large, on dit que c'est une électrophorèse, c'est une hypergammaglobulinémie d'allure polyclonale. C'est-à-dire qu'elle paraît qu'il y a augmentation de différents types des immunoglobulines, non pas un seul type. D'accord? Pourquoi on dit d'allure? Parce qu'on n'est pas sûr dans l'électrophorèse, jusqu'à ce qu'on fait une exploration qu'on va la voir, c'est l'immunofixation qu'elle va objectiver les différentes fractions d'immunoglobulines qui se trouvent au niveau du sang. D'accord? Et voici la gammapathie monoclonale. Quand on a augmentation, certes, c'est un taux supérieur à 35 grammes par litre, donc on a augmentation de la concentration des immunoglobulines qui se trouvent au niveau du sang, mais un seul type, c'est-à-dire un seul type qui circule au niveau du sang, c'est-à-dire par exemple, on a augmentation de l'IgG. C'est l'IgG qui est majoritaire qui se trouve au niveau du sang. Il y a ni l'IgA, ni l'IgE, ni l'IgD. D'accord? Donc voici la base, elle sera étroite, c'est pas comme cette base. D'accord? Donc, à base étroite. Donc, c'est un pic en pic, c'est pas en dôme, et la base, elle est étroite. D'accord? La base, elle est étroite. Donc, voici les deux profils qui peuvent apparaître concernant les dysglobulinémies. Là, on va se focaliser sur les pathologies qui vont donner ce profil, c'est-à-dire les gammapathies monoclonales. D'accord? Ce profil indique qu'il y a augmentation des immunoglobulines qui se trouvent au niveau du plasma de cette personne, et indique qu'il y a un seul type au niveau du sang. D'accord? Il n'y a pas les différents types, c'est un cas anormal, il n'y a pas les différents types. Généralement, cette augmentation polyclonale, on les retrouve dans les états inflammatoires. Tandis que cette augmentation monoclonale, on la retrouve dans le myélome multiple, dans la maladie de Waldenström, etc. D'accord? Très bien. Alors, après avoir objectivé cette augmentation monoclonale, d'accord, on va se focaliser sur le caractère monoclonal plus dans ce cours. Monoclonal à l'électrophorèse,
on va réellement, d'accord, confirmer par une méthode qui s'appelle l'immunofixation. C'est une méthode tout simplement qui nous permet d'objectiver les différents types d'immunoglobulines qui se trouvent dans le plasma du patient qu'on a fait le prélèvement. D'accord? On va objectiver les différents types d'immunoglobulines. Voici la chaîne kappa et lambda, d'accord? Les immunoglobulines, où se trouve cette, disons, réaction de précipitation, on va l'appeler comme ça, d'accord? On va objectiver cette précipitation et on sait que l'immunoglobuline est présente, d'accord? Par exemple, dans ce cas, cette immunoglobuline n'est pas présente. On a seulement l'IgG, faiblement l'IgA, l'IgM, d'accord? Mais quand on a une prolifération qui est monoclonale, d'accord? On ne va pas voir ces précipitations différentes. On va voir une seule précipitation en un seul type d'immunoglobuline, soit l'IgG, soit l'IgA, soit l'IgM, d'accord? Avec un seul type de chaîne, soit kappa, soit lambda, soit kappa, soit lambda, d'accord? Ce qui définit notre prolifération monoclonale, c'est-à-dire qu'on a un seul type d'immunoglobuline au niveau du sang, d'accord? Très bien. Et voici l'immunofixation des protéines sériques. Donc, les protéines qui se trouvent au niveau du sang. Donc, elle définit les chaînes lourdes et légères d'une immunoglobuline. Donc, on peut par l'immunofixation reconnaître les différentes immunoglobulines qui se trouvent au niveau du sang. Maintenant, comme on a fait l'électrophorèse des protéines sériques et on a fait l'immunofixation des protéines sériques, on peut faire la même chose sur les protéines qui se trouvent au niveau des urines, qu'on l'appelle électrophorèse des protéines urinaires, immunofixation des protéines urinaires. D'accord? C'est le même principe. Tout simplement parce qu'il y a certaines protéines, d'accord? Il y a certaines protéines chaînes légères, donc dans certaines pathologies, on a la formation de la chaîne légère seule, et cette chaîne légère peut passer la barrière glomérulaire et peut se retrouver au niveau des urines. D'accord? Qu'on l'appelle protéinurie de Bence-Jones, c'est la chaîne légère libre d'immunoglobuline. Sinon, l'immunoglobuline, elle est très grande, elle ne peut pas passer la barrière glomérulaire. Ce qu'on appelle la chaîne légère, ce qu'on appelle la protéinurie de Bence-Jones. Donc, il faut savoir que l'électrophorèse et l'immunofixation, comme on les fait sur les protéines qui se trouvent au niveau du sang, on peut les faire sur les protéines qui se trouvent au niveau des urines. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc, récapitulons un petit peu, les gammopathies peuvent être monoclonales ou polyclonales. D'accord? Polyclonal, je vous ai dit, c'est pas le sujet de notre cours, mais l'augmentation d'un état inflammatoire ou d'un état infectieux peut donner l'augmentation qui est polyclonale des immunoglobulines. D'accord? C'est pour l'immunité humorale. Maintenant, si on trouve une augmentation d'un seul type d'immunoglobuline qui circule, il n'y a pas les autres types, on les appelle gammopathies monoclonales. On les retrouve, voyez, dans les proliférations malignes, on va les définir, donc myélomultiple, maladie de Waldenstrom, et bénigne, MGUS, on va voir c'est quoi cette signification, c'est quoi c'est. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La première pathologie qu'on va détailler, c'est le myélome multiple ou la maladie de Kala. C'est quoi la maladie de Kala comme définition? Déjà, le premier point à retenir, c'est une hémopathie maligne chronique. Donc, c'est une prolifération, c'est pas une prolifération bénigne, c'est une prolifération maligne. D'accord? Prolifération de quoi? Prolifération de plasmocytes qui se trouvent au niveau de la moelle osseuse. D'accord? Au niveau de la moelle osseuse, se trouvent ces plasmocytes qui sont le résultat de la différenciation des lymphocytes B. Et ces plasmocytes, à un moment donné, il y aura un trouble de l'ADN, ils vont se proliférer de façon anormale, de façon anarchique, de façon monoclonale. C'est un seul clan de plasmocytes. Vous savez, chaque clan de plasmocytes a ce type d'immunoglobule qu'il va fabriquer. Donc, quand on a une augmentation ou une prolifération, disons, d'un seul clan de plasmocytes au niveau de la moelle osseuse, on aura la formation d'un seul type d'immunoglobuline. La formation d'un seul type d'immunoglobuline. Il n'y a pas les autres types. C'est pour ça qu'à l'électrophorèse de protéines, on va retrouver ce pic qui est à base étroite.
ça indique qu'il y a une seule augmentation, bien sûr, parce que c'est une prolifération anarchique, elle va produire plusieurs immunoglobulines de façon anarchique. Donc déjà, c'est une augmentation des immunoglobulines et d'un seul type, soit les IgG, soit les IgA, sachant que les IgG, c'est la majorité des cas. Mais on peut retrouver des myélomes multiples à IgA, à IgD, à IgE. D'accord? Donc c'est un seul type d'immunoglobulines. Donc vous voyez les immunoglobulines monoclonales. Et ça fait partie des syndromes lymphoprolifératifs chroniques. Ça fait partie des... Tant qu'on parle des plasmocytes, ils ont en relation avec les lymphocytes. Donc déjà, c'est un syndrome lymphoprolifératif. C'est la prolifération de ces plasmocytes. Alors, épidémiologie rapidement, c'est la dysglobulinémie maligne la plus fréquente. Donc, elle est plus fréquente que la maladie de Waldenström. Deuxième hémopathie maligne gérée après le lymphome non hodgkinien. Bien sûr, elle touche le sujet âgé. Vous voyez qu'elle est rare avant 40 ans. Il faut savoir que le myélome multiple touche surtout les sujets âgés. Et bien sûr, vous voyez, il y a une prédominance masculine. Un peu de physiopathologie, on a déjà dit que le myélome multiple, par définition, c'est une prolifération anormale, anarchique, maligne de plasmocytes, voyez, médulaires, c'est-à-dire au niveau de la moelle osseuse. Et ces plasmocytes, quand ils vont proliférer de façon maligne, ils vont causer quelques dégâts. C'est logique. Et ces dégâts vont expliquer les signes qu'on va retrouver dans cette pathologie. Alors, il faut savoir que ces plasmocytes vont sécréter les facteurs qu'on appelle l'interleukine 6 et l'interleukine 1. Ces deux, disons, cytokines vont activer les ostéoclastes, sont des cellules qui vont, disons, détruire l'os partout, et on aura une destruction partout de l'os au niveau de l'organisme. D'accord? Donc, la première manifestation clinique de myélome multiple, c'est la lyse osseuse. D'accord? C'est par activation des ostéoclastes. C'est pour ça qu'on va retrouver les géodes, qu'on va juste les voir. D'accord? Très bien. À la fois, ces plasmocytes, n'oubliez pas qu'ils sont en train de se multiplier de façon anarchique au niveau de la moelle. Ils vont sécréter de façon anarchique des immunoglobulines de façon excessive. Et ça explique qu'à l'électrophorase des protéines, on va retrouver un pic monoclonal d'un seul type, soit les IgA, soit les IgG, etc. D'accord? Donc, à l'électrophorase de protéines, on va retrouver un pic d'allure monoclonale. Et quand on fait l'immunofixation, on va retrouver la seule immunoglobuline qui se trouve au niveau du sang, un seul type. Il n'y a pas les différents types, donc ce n'est pas un cas normal. N'oubliez pas aussi que ces plasmocytes, quand ils vont proliférer au niveau de la moelle, ils vont étouffer, la moelle va être étouffée de ces cellules, va être bourrée de ces cellules. Et donc, ils vont gêner les autres cellules à faire leur cascade de maturation. Donc, ils vont gêner les globules rouges à se maturer, donc on aura une anémie, ce qu'on appelle l'inhibition de contact. C'est-à-dire les cellules, quand on met des cellules dans un espace qui est limité, ils vont se proliférer. Quand il n'y a pas assez d'espace, on appelle ça inhibition de contact. C'est-à-dire ils vont arrêter de se proliférer. C'est la même chose qui se trouve au niveau de la moelle. La moelle sera bourrée de ces cellules et donc d'autres cellules ne peuvent pas se multiplier, ne peuvent pas entamer la cascade de maturation. Et donc on aura les différents types d'insuffisance médulaire. C'est-à-dire l'anémie, on aura la thrombopénie dans certains cas plus graves, mais la première manifestation, disons, c'est l'anémie. D'accord? Très bien. Alors, physiopathologie toujours, on reste toujours dans la physiopathologie du myélome multiple. Donc, on a déjà dit myélome multiple égale prolifération plasmocytaire dans la moelle osseuse. D'accord? C'est vraiment simple de comprendre les manifestations cliniques parce que c'est logique. D'une part, on a déjà dit qu'il y a libération de certaines cytokines qui vont activer les ostéoclastes et vont causer les lyses osseuses. Donc, d'une part, la lyse osseuse, rappelez-vous que l'os est composé de calcium. Quand on a une lyse osseuse, on a libération de ce calcium au niveau du sang et donc on aura une hypercalcémie. D'accord? Donc, on a l'hypercalcémie. N'oubliez pas que l'os sera détruit, donc on aura les lésions lytiques, l'ostéoporose, les fractures pathologiques parce que l'os devient mou, devient fragile, et les complications ostéoneurologiques. D'accord? Pour ces plasmocytes, ils vont libérer un seul type d'immunoglobuline de façon excessive dans le sang, et donc ces immunoglobulines, n'oubliez pas, sont des protéines. Et quand on a l'augmentation des protéines au niveau du sang, le sang devient visqueux.
d'accord? Il ne devient pas liquide, il devient visqueux, d'accord? Donc, on peut retrouver un syndrome d'hyperviscosité dû à l'augmentation des protéines qui sont les immunoglobulines au niveau du sang, d'accord? Il y a certains types d'immunoglobulines que dans certaines conditions, ils se précipitent par le froid, disons, on les appelle cryoglobulines. D'accord? Ils vont se précipiter, ils peuvent se précipiter au niveau des vaisseaux causant des troubles. D'accord? On peut retrouver des troubles d'hémostase, notamment par l'insuffisance médulaire. D'accord? On peut retrouver l'insuffisance rénale par le dépôt de ces immunoglobulines. Ces immunoglobulines, il faut savoir qu'ils peuvent se déposer dans les tissus. Quand il y a un excès au niveau du sang, ils peuvent se déposer au niveau des tissus, causant l'insuffisance médulaire et même l'amylose. L'amylose, c'est cette précipitation des protéines au niveau des tissus. Maintenant, cette prolifération plasmocytaire maligne au niveau de la moelle va étouffer la moelle, va arrêter la cascade de maturation d'autres cellules. Donc, on aura la première ligne qui sera affectée, c'est la ligne des globules rouges causant une anémie. Très bien. Causant une anémie, donc insuffisance médulaire globale, pancytopénie dans les cas les plus graves. On peut voir toutes les lignées qui arrêtent de se proliférer, seulement ces plasmocytes vont se proliférer. Ils ne vont pas libérer de la place pour les autres cellules. Donc, on aura une pancytopénie, c'est-à-dire à la fois une anémie, à la fois une thrombopénie et à la fois une leucopénie. Et qui dit leucopénie, vous voyez que c'est un risque d'infection. Donc, vous voyez, c'est un risque en plus d'infection. Bien sûr, on a certes l'augmentation d'un seul type d'immunoglobulines. Il faut savoir que ces immunoglobulines ne sont pas fonctionnelles. Et à la fois, il y a l'effondrement des autres types d'immunoglobulines. D'accord? Donc, on peut retrouver une hypogammaglobulinémie. C'est certes qu'il y a augmentation d'un seul type, mais les autres, ils sont effondrés. D'accord? Et par effondrement des clones lymphocytaires, on aura un risque d'infection. En plus de la leucopénie, le risque d'infection sera multiplié encore plus. Très bien. Alors, études cliniques, on va commencer par les circonstances de découverte. Alors, il faut savoir, dans la majorité des cas, c'est les manifestations cliniques qui dominent parce que la lisse osseuse va causer des douleurs, etc. Donc, c'est le motif de découverte de la maladie le plus fréquent. Une altération de l'état général, c'est normal, c'est un syndrome tumoral. Les signes fonctionnels d'anémie, c'est normal. Ou bien suite à un bilan de façon fortuite, donc vide de sédimentation élevée. Donc, cette prolifération de plasmocytes va créer un état inflammatoire. Donc, on peut retrouver dans certains cas une vitesse de sédimentation élevée et bien sûr le pic monoclonal à l'électrophorèse des protéines. Bien sûr, comme complication, on l'a déjà expliqué, il y a le risque d'infection. Le risque d'infection, c'est généralement la première cause de mortalité. Il y a l'insuffisance rénale aiguë et il y a les troubles neurologiques. Les troubles neurologiques, parce que dans certains cas, il y a certains plasmocytes qui migrent et qui se développent partout. D'accord? Donc, vous voyez que cette pathologie peut donner des métastases partout. Très bien. Même au niveau de la moelle épinière. Très bien. Alors, les signes cliniques, manifestations osseuses au premier plan. Donc, on aura des douleurs osseuses dues à la lyse osseuse. Donc, vous voyez, c'est 70% des patients. Ou suite à des fractures spontanées parce que l'os devient très mou, devient très fragile. Ou bien suite à des tumeurs osseuses qu'on les appelle plasmocytomes. Quand ils sont comme ça groupés, donc ces plasmocytes peuvent migrer à partir de la moelle et peuvent former comme si une masse. D'accord, même au niveau de la moelle osseuse, ils peuvent former comme si une masse qu'on les appelle plasmocytomes. Très bien. Alors l'examen clinique, vous voyez qu'il est négatif, qu'il est pauvre, sauf s'il y a des complications. Alors les signes radiologiques, on peut faire une radiographie standard du crâne, du rachis, du bassin, du thorax, mais c'est surtout les géodes qui sont retrouvées au niveau du crâne. C'est l'image typique du myélome multiple. Donc, vous voyez qu'on peut retrouver ces géodes. Ce sont on va les voir. Ce sont des lacunes, ce sont des cercles comme ça.
qui sont dues à l'évidement de l'os. C'est la lyse de l'os. C'est-à-dire il n'y a pas de l'os à ce point. Donc ce sont des lacunes à l'emporte-pièce. Généralement, pas de réaction inflammatoire autour de ces lacunes. Voici les géodes. Voici les géodes. D'accord? Ce sont des points d'évidement de l'os. C'est-à-dire il n'y a plus de l'os dans ces... Voici les géodes. Là, ils sont plus nets. Voici. Donc, ce sont des lacunes qui sont nettes, à contour net. Et vous voyez, sans réaction inflammatoire, tout autour. Donc, voici les géodes. Ils sont dus à la lyse osseuse et l'évidement de l'os. D'accord? Donc, ça, c'est un signe radiologique du myélome multiple. On peut même, à cause de la fragilité de l'os, donc l'os devient fragile partout. Donc, une vertèbre sur l'autre, on peut retrouver, comme vous voyez, un tassement vertébral. Vous voyez cette vertèbre? Comme si elle est tassée. Donc, l'aspect d'un tassement vertébral tellement l'os devient très fragile. Et voici les géodes un peu plus partout. Très bien. Donc, concernant la biologie, les signes hématologiques, ils sont nets. Donc, les signes biologiques, ils sont logiques. Donc, on peut retrouver l'anémie normocytaire normochrome. Elle est arégénérative parce que le problème, il est central. Le problème au niveau de la moelle. D'accord? Par des mécanismes multiples. On a cité juste ce mécanisme-là qui est l'insuffisance médulaire par étouffement de la moelle. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres mécanismes qui sont mis en jeu, notamment le déficit en érythropoïétine et notamment l'hémodilution. L'hémodilution, pourquoi? Parce que comme vous savez, cette augmentation des immunoglobulines et ces protéines au niveau du sang vont appeler à l'eau. D'accord? Cette augmentation des protéines qui se trouvent au niveau sanguin va appeler à l'eau et donc on aura une hémodilution du sang et donc cette quantité de globules rouges qui était suffisante pour la quantité initiale sera en diminution par rapport à la quantité finale qui y a annexée en liquide. D'accord? Très bien. Alors, même les immunoglobulines, dans certains cas, les immunoglobulines qui sont fabriquées par ces plasmocytes qui se prolifèrent de façon anormale au niveau de la moelle, peuvent attaquer les globules rouges. D'accord? Anémie hémolytique auto-immune. Et donc, le tout mène à un seul résultat, c'est l'anémie. On peut retrouver dans les formes évoluées, je vous ai dit, la pancytopénie, c'est une forme d'évolutivité de la pathologie. Maintenant, si on fait un frottis sanguin, d'accord, on va retrouver un signe, on peut retrouver un signe qui est les globules rouges en rouleau. Voici les globules rouges qui sont en rouleau. Ce sont des globules rouges qui se joignent entre eux, d'accord, et former cet aspect-là. C'est un signe d'excès en protéines, d'accord. C'est un excès, quand il y a un excès en protéines au niveau du sang, notamment les immunoglobulines, les globules rouges ont tendance à former ce rouleau. Donc on peut retrouver des globules rouges en rouleau dans le frottis sanguin. Maintenant, si on réalise le médulogramme, bien sûr, c'est un examen qui est systématique et indispensable au diagnostic. D'accord? Vous savez, l'une des indications du médulogramme, c'est le pic monoclonal. C'est le pic monoclonal. Maintenant, l'os hémo, donc il faut faire attention. Et bien sûr, médulogramme, c'est une étude cytologique de la moelle. Donc, on va prélever des cellules. Et bien sûr, c'est pour ça, quand il est sain, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un myélome multiple. Le diagnostic de certitude, c'est la ponction biopsie osseuse. Donc, s'il revient négatif, s'il revient normal, c'est l'intérêt de la ponction biopsie osseuse. Mais bien sûr, toujours, on commence par l'examen le moins invasif avant d'arriver à la ponction biopsie osseuse. Donc, si on fait un médulogramme, ce qui ne va confirmer le diagnostic, c'est le taux de plasmocytes supérieur à 10%. 10% là. D'accord? Souvent atypique. Donc, c'est le taux de plasmocytes qui devient majoritaire au niveau de la moelle osseuse, de façon vraiment anormale. À l'état normal, leur taux
n'excède pas un certain pourcentage. Et quand il y a leur prolifération, il y aura l'augmentation de leur nombre. Donc voici les plasmocytes au niveau de la moelle. C'est une cellule qui est arrondie, moyenne de taille. Toutes les caractéristiques des plasmocytes sont là. Très bien. Alors voici les signes liés à l'immunoglobuline monoclonale. Donc dans le sérum, on va retrouver une augmentation de la vitesse d'alimentation. Bien sûr, une hyperprodidémie. À l'électrophorèse des protéines, on va retrouver ce pic monoclonal qui est à base étroite. D'accord, généralement en gamma, dans la zone gamma. Et à l'immunofixation, un seul type, voici, d'immunoglobuline. Donc généralement, c'est les IgG qui sont majoritaires dans le myélome multiple. D'accord? Et bien sûr, pour les autres lignées, on aura diminution des autres types. C'est pour ça qu'on a dit une hypogamma-globulinémie. Donc diminution des autres classes d'immunoglobulines. Et bien sûr, on a une seule chaîne dans le myélome multiple, soit une chaîne gamma, soit la chaîne, désolé, kappa, soit la chaîne lambda qui va accompagner notre type d'immunoglobuline. Donc, voyez à l'électrophorèse des protéines, toujours voici l'albumine, alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, et voici le pic monoclonal des immunoglobulines dans le sérum. D'accord? Donc, voici quelques exceptions. Il y a certains myélomes qu'on les appelle myélomes multiples à chaîne légère. Voici, il y a différents types d'immunoglobulines. Il y a les immunoglobulines à chaîne légère, les immunoglobulines qui sécrètent seulement les chaînes légères. Les chaînes légères ne peuvent pas être considérées comme une immunoglobuline complète. Et donc, on peut, dans certains cas, ne pas retrouver ce pic monoclonal. Il y a certaines immunoglobulines qu'on les appelle immunoglobulines non sécrétantes. C'est-à-dire, il y a différents, donc, dans une seule pathologie, il y a différents types. Donc, il faut faire attention. Il y a certains myélomes multiples qu'on les appelle myélomes multiples non sécrétants. C'est-à-dire, il y a la prolifération au niveau de la moelle, mais ces plasmocytes ne produisent aucun type d'immunoglobuline. D'accord? Et donc, le sérum, vous voyez, vous remarquez bien qu'on ne va pas retrouver ce pic. Donc, c'est pour ça que le pic monoclonal ne fait pas partie des critères diagnostiques, mais il fait partie, mais ce n'est pas un critère qu'on peut se baser sur pour éliminer le myélome multiple. Il y a certains myélomes multiples qui ne sont pas sécrétants. D'accord? Très bien. Et bien sûr, comme on a déjà dit, dans les urines, on peut faire la même chose. Il y a certains plasmocytes qui produisent seulement la chaîne légère, et ces chaînes légères, ils peuvent passer la barrière glomérulaire, et finalement, on peut retrouver ces chaînes légères au niveau des urines. Donc, on peut doser les chaînes légères dans les urines, des 24 heures. Donc, c'est la protéine de Bence-Jones. D'accord? Très bien. Alors, vous voyez là pour confirmer le diagnostic. Alors, il faut que dans le médulogramme, on va retrouver le taux de plasmocytes qui sera supérieur à 10%. D'accord? Et dans le sérum, on peut retrouver l'immunoglobuline qui est monoclonale dans le sérum ou les urines, quelle que soit sa concentration. Mais vous remarquez bien que l'élément-là qu'on vient de citer est un élément instable. Pourquoi? Parce qu'il y a certains myélomes multiples non sécrétants qui peuvent ne pas sécréter des immunoglobulines et qu'on peut passer à côté d'un myélome multiple juste pour ne pas avoir ce diagnostic. Donc on parle dans le cas le plus fréquent, d'accord? Parce que le myélome multiple non sécrétant est rare. On parle dans le cas le plus fréquent, les myélomes multiples sécrétants. Ces deux critères sont indispensables pour le diagnostic. Et voici les symptômes du myélome multiple. Parce qu'il y a certains myélomes multiples qui ne sont pas actifs. Donc, pour poser le diagnostic de myélome multiple actif, c'est-à-dire symptomatique, il faut les différents symptômes, donc CRAB, donc soit l'insuffisance rénale, soit l'anémie, soit les lésions lytiques, soit l'hypercalcémie. Donc, vous voyez là. Donc, l'hypercalcémie, l'insuffisance rénale, l'anémie et bone lesions, c'est-à-dire les lésions lytiques de la moelle.
Donc, vous voyez le myélome multiple actif. Il y a certains myélomes qui ne sont pas actifs, c'est-à-dire ils ne sont pas symptomatiques. Donc, pour poser les critères de myélome multiple actif, donc présence de 3 critères. Donc, envahissement médulaire par au moins 10% de plasmocytes clonaux. D'accord? Preuve de la clonalité. D'accord? Et bien sûr, voici le deuxième critère. C'est les différentes manifestations cliniques, donc soit l'insuffisance rénale, soit l'hypercalcémie, soit les lésions osseuses, soit l'anémie. D'accord? Très bien. Bien sûr, le deuxième critère, c'est le pic monoclonal dans le myélome multiple sécrétant actif. Ça, c'est un peu plus compliqué et je préfère cette planche pour retenir les différents critères du diagnostic. Alors, les complications osseuses, c'est logique de comprendre les complications osseuses. Donc, l'ostéolyse peut entraîner des fractures rachidiennes. La fracture peut causer la compression médulaire qui est une urgence. Les fractures qui sont costales, les fractures au niveau des os lents. Bien sûr, l'hypercalcémie peut causer les différentes... c'est une menace vitale par ses complications neurologiques, rénales, digestives et cardiaques. Bien sûr, les dépôts des immunoglobulines ou des chaînes légères ou les dépôts des immunoglobulines au niveau du rein peut causer une insuffisance rénale à installation progressive. D'accord? On peut retrouver les complications tubulo-interstitielles. Très bien. Et bien sûr, le risque infectieux qui est lié à l'hypogammaglobulinémie, c'est-à-dire l'effondrement des autres types d'immunoglobulines. Donc, seulement le pic monoclonal sont des immunoglobulines qui sont inutiles et les autres types sont en effondrement, donc ce qui multiplie le risque infectieux. Et vous remarquez que le risque d'infection, c'est la première cause de mortalité. Les complications neurologiques, comme on a déjà vu, la compression médulaire, ce qui vient avec, et les neuropathies périphériques. Bien sûr, liées à la composante monoclonale exprimant une activité anti-myéline. Sans oublier comme complication le syndrome d'hyperviscosité dû à l'augmentation du taux de protéines, notamment les immunoglobulines au niveau du sang. Donc le sang devient visqueux, donc ça peut traduire par des céphalées. Voici les signes d'hyperviscosité du sang. Donc des céphalées, un œdème rétinien, etc. Ça peut aller jusqu'au coma. Il est rare, d'accord? Et ça nécessite notamment le plasmaphérèse, donc ça nécessite le remplacement de cette plasma qui est riche en protéines. D'accord? Mais ici, des plasmaphérèses, c'est-à-dire le prélèvement du plasma qui est riche en protéines. Bien sûr, l'amylose, elle survient dans 15% des cas en complication. C'est le dépôt de ces immunoglobulines dans les différents tissus, notamment rénal, notamment cardiaque, notamment digestif, neurologique, etc. etc. Donc l'amylose, c'est une maladie qui a des manifestations différentes. Alors voici les facteurs pronostiques. On a différentes classifications qui peuvent donner le pronostic, c'est-à-dire la gravité de la pathologie. Donc, on a la classification de Salmon-Dury qui est classée sur les bases d'immunoglobuline, le calcium. D'accord? Là, il n'y a rien à comprendre. Il y a des critères à apprendre par cœur. Donc, stade 1, faible masse tumorale où l'immunoglobuline est supérieure à 10 grammes, le calcium est inférieur à 120. Le stade 2, haute masse tumorale. Et le stade 2, masse tumorale intermédiaire. Et le stade 3, le stade 2, quand il n'y a pas les critères du stade 1 et stade 3, on les classe stade 2. D'accord? Et vous voyez, le médian de survie, là, c'est pas de suivi, de survie, donc diminue quand on augmente le stade. Donc 72 mois, 52 et 28 mois. D'accord? Donc le pronostic devient de plus en plus sombre selon le stade de la pathologie myélome multiple. Bien sûr, on peut ajouter, comme c'est le cas dans le lymphome de Hodgkin, on peut ajouter des lettres A pour absence. A, absence. C'est une astuce. A, absence d'insuffisance rénale, c'est-à-dire toujours créatinine reste dans les normes. Et B, donc présence de l'insuffisance rénale. Voici une autre classification, c'est la classification internationale, donc ISS.
Toujours, il y a 3 stades, mais c'est le critère qui change en fonction de la par rapport à la classification de Salmon-Dury. Donc, il y a selon le taux de bêta-2 microglobuline, d'accord, et l'albumine, selon leurs critères et leur taux, désolé, on les classe stade 1, stade 2, stade 3, et voici survie médiane qui change en fonction du stade. Donc, ça reste des classifications pronostiques. Donc, comme vous savez, il y a différentes formes cliniques de la pathologie. Il y a le myélome à IgG qui sécrète les IgG, c'est la majorité des cas. À IgA, à IgD, vous voyez qui est rare. À IgM, à IgE. Donc, voici la multiple fraction dans la majorité des cas. Dans 59% des cas, c'est un myélome à IgG. Et bien sûr, on a déjà détaillé qu'il y a des myélomes non sécrétants, c'est-à-dire qu'ils ne sécrètent pas. Donc, infiltration plasmocytaire sans sécrétion d'immunoglobulines synthétisées, mais non excrétées. Disons, sont des immunoglobulines qui restent dans les plasmocytes, d'accord, qui sont synthétisées à l'intérieur des plasmocytes, mais qui ne sont pas excrétées. D'accord, on peut les voir sous forme de cellules, comme ça, un plasmocyte qui contient différents cercles. Je ne sais pas s'il y a un schéma ici, il n'y a pas. Différents cercles en relation avec les immunoglobulines qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas sécrétées à l'extérieur. D'accord, et donc, le diagnostic repose sur un médulogramme qui va objectiver ces plasmocytes qui sont en train de se multiplier. Et bien sûr, il n'y a pas le pic monoclonal, tout simplement parce qu'il n'y a pas sécrétion de ces immunoglobulines. Bien sûr, myélome à chaîne légère, c'est-à-dire qui synthétise des chaînes légères. La vitesse de sédimentation, elle est basse, elle n'est pas élevée. Et bien sûr, on retrouve une hypogammaglobulinémie, parce que je vous ai dit que les chaînes légères ne sont pas considérées comme des immunoglobulines. Donc, on peut ne pas retrouver ce pic monoclonal. Comme on peut retrouver le plasmocytome solitaire, c'est quoi le plasmocytome? Donc, seulement ces plasmocytes qui forment une masse. D'accord, qui forment une masse. Donc, tumeur plasmocytaire unique, ça peut être osseuse ou extra-osseuse. Le traitement, chirurgie, radiothérapie, et ça peut évoluer vers le myélome multiple. Je vous ai dit au début du cours qu'il y avait un mot qu'on l'appelait Angus, d'accord? Je vous ai dit qu'on va l'expliquer plus tard. Donc, c'est tout simplement, c'est quoi l'Angus? Ça rentre dans le diagnostic différentiel du myélome multiple. Donc, c'est pas une pathologie, c'est à part, d'accord? Donc, c'est l'immunoglobulinémie monoclonale de signification indéterminée. C'est-à-dire, dans le sérum du patient, on va retrouver cette augmentation d'immunoglobuline. Mais quand on cherche l'étiologie de l'augmentation des monoclonales de ces immunoglobulines, on ne retrouve rien. C'est pour ça qu'on les appelle de signification indéterminée, c'est-à-dire de cause indéterminée. Il faut savoir que absence de critères CRAB, donc il n'y a pas les manifestations du myélome multiple. Bien sûr, il n'y a pas les plasmocytes qui se multiplient au niveau de la moelle. Donc, vous voyez, plasmocytose médulaire inférieure à 10%. Très bien. Absence de protéinurie de Bence-Jones, d'accord. Surveillance prolongée car risque de transformation tardive, c'est-à-dire qu'on doit surveiller cette Angus, c'est-à-dire monoclonal gammopathy undetermined signification. Voici. Donc c'est un mot anglais, donc de signification indéterminée. Donc surveillance prolongée car risque de transformation tardive, c'est-à-dire ce cas pathologique peuvent se transformer en myélome multiple. Mais pour le moment, c'est un cas qui est bénin. C'est pour ça qu'on l'a classé avec les états bénins. Mais ça peut se transformer en n'importe quel moment en myélome multiple et ça justifie la surveillance prolongée. Alors pour le traitement, comme vous savez, il y a le traitement symptomatique. C'est une pathologie qui entraîne plein de perturbations. Donc, ça nécessite un traitement symptomatique. Bien sûr, il y a un traitement spécifique. Le traitement spécifique, sans trop tarder, c'est la polychimiothérapie. On utilise plein de molécules pour arrêter cette prolifération. Il y a certaines indications pour la greffe de moelle osseuse, mais ça reste une solution pour les sujets jeunes. D'accord? Donc là, traitement symptomatique, c'est multiple selon le cas. Donc, traitement de l'insuffisance médulaire, support transfusionnel.
les traitements des lésions osseuses par les biophosphonates, les antalgiques pour les douleurs osseuses, l'immobilisation des fractures. Donc, vous voyez, c'est cas par cas. Voici la compression neurologique inaugurale qui va nécessiter un geste chirurgical en urgence. Bien sûr, pour l'insuffisance rénale, une hydratation, hémodialyse est mise en place si nécessaire. L'hypercalcémie, c'est par la réhydratation pour diminuer un petit peu la concentration de calcium. Bien sûr, pour l'hyperviscosité, on a déjà parlé, c'est la plasmaphérèse, c'est prélèvement de plasma, d'accord, pour diminuer un petit peu le taux de protéines au niveau du sang. Et bien sûr, pour les infections, la vaccination anti-pneumococcique est efficace chez un tiers des patients. Pour le traitement spécifique, donc pour les différents types, que ce soit myélome IgG, IgA, myélome non sécrétant, toujours le même traitement, c'est le traitement par chimiothérapie, polychimiothérapie. D'accord? Bien sûr, voyez les indications. Donc, chez un patient jeune inférieur à 65 ans, on peut tenter vers la polychimiothérapie comme on peut compter sur l'autogreffe s'il y a des donneurs HLA compatibles. Et si le patient est supérieur à 65 ans, là, la seule solution, c'est la polychimiothérapie. D'accord? Selon différents protocoles, on ne va pas rentrer dans les détails. Toujours, je vous explique dans mes vidéos les choses les plus importantes à retenir sans trop vous encombrer. D'accord? Très bien. Là, c'est l'évolution et la surveillance. Donc, l'évolution et les traitements du myélome induisent une réponse thérapeutique. Mais bien sûr, vous savez que c'est une pathologie qui est presque incurable. Pourquoi? Parce que toujours, il y a les rechutes. Donc, on a cette poussée, on traite, on a stabilisation, ensuite une période de latence, ensuite rechute, rémission jusqu'au décès du patient. D'accord? Très bien. Surveillance par un examen clinique, par la protéinurie des 24 heures, l'électrophorèse de protéines, FNS, créatinine, calcémie, donc bilan rénal, bilan calcique, et pas de surveillance osseuse à faire une fois par an. Alors, attaquons rapidement la deuxième pathologie de façon légère parce que ça rassemble un petit peu au myélome multiple. Donc, on va passer rapidement et avec préciser les caractères de différence entre le myélome multiple et la maladie de Waldenström. Alors, comme définition, c'est quoi la maladie de Waldenström? C'est tout simplement comme la maladie précédente. C'est une gammapathie monoclonale maligne. Donc, déjà, on comprend qu'il y a une prolifération maligne quelque part. Ou au niveau de la moelle osseuse, c'est comme le myélome multiple, sauf que dans la maladie de Waldenström, on a prolifération, ce qu'on appelle les cellules lymphoplasmocytaires. Donc, c'est un stade entre les lymphocytes B et les plasmocytes. C'est pas comme le myélome multiple, c'est une prolifération franche de plasmocytes. Là, infiltration de la moelle par des cellules lymphoïdes B matures à prédominance lymphoplasmocytaire. Donc, c'est un stade entre les lymphocytes B et les plasmocytes qui vont se proliférer au niveau de la moelle. Il faut savoir, comme c'est pas comme la maladie dans le myélome multiple, généralement, il n'infiltre pas les organes lymphoïdes secondaires, la rate, les ganglions. Là, ces cellules peuvent infiltrer la rate et les ganglions. Donc, ça peut causer des adénopathies, ça peut causer une splénomégalie, d'accord? Et il faut savoir que dans la maladie de Waldenström, ces cellules forment ou synthétisent un seul type d'immunoglobuline, c'est l'IgM. Toujours, c'est l'IgM. C'est pas comme le myélome multiple. On ne sait pas quel type d'immunoglobuline qui va fabriquer ces plasmocytes. Là, c'est toujours les IgM. Comme astuce, voici le W, ça ressemble à un N, d'accord? Donc, c'est toujours des IgM dans la maladie de Waldenström. Donc, physiopathologie, envahissement lymphoïde de la moelle osseuse, donc par ces lymphoplasmocytes. Toujours comme le myélome multiple, ça va étouffer la moelle, ça va causer notre insuffisance médulaire. D'accord? Et bien sûr, sa infiltration peut migrer vers les organes lymphoïdes, donc ganglions, foie, rate, responsables d'adénomégalie, même hépatomégalie et même splénomégalie. D'accord? Très bien. Bien sûr, la sécrétion d'IgM, donc vous savez que l'IgM a une structure pentamérique, c'est-à-dire à la fois 5 immunoglobulines qui sont accolées entre eux. Ce qui va augmenter encore plus la charge de protéines qui se trouve au niveau du sérum.
D'accord? Donc, ça va rendre le sang hyper visqueux. D'accord? Donc, l'IgM, c'est l'immunoglobulines qui a le poids moléculaire le plus élevé par rapport aux autres immunoglobulines. Donc là, la sécrétion de ces IgM est responsable des syndromes d'hyperviscosité. D'accord? Et tout ce qui vient avec les signes neurosensoriels en rapport avec l'hyperviscosité, surtout avec des taux d'IgM supérieurs à 30 grammes par décilitre. D'accord? Et bien sûr, l'activité des anticorps responsables de manifestations immunologiques, notamment l'hémolyse, ça peut attaquer, vous savez que ce sont des immunoglobulines qui sont anormales, d'accord? Ça peut attaquer les globules rouges causant l'hémolyse, causant l'anémie, etc. Ça peut, dans certains cas, par le froid, former des agglutinats, ce qu'on appelle cryoglobulines, etc. Désolé, ça peut se déposer dans les différents organes causant l'amylose, d'accord? Causant l'insuffisance rénale, etc., etc. Donc, comme signe clinique, donc suivi de plus de 60 ans, donc ça touche les personnes âgées. 80 des cas sont symptomatiques. On a le syndrome tumoral, donc amaigrissement, fièvre, c'est une prolifération. N'oubliez pas que c'est une prolifération qui est maligne. Les signes fonctionnels, donc le syndrome anémique généralement bien toléré, l'altération de l'état général et l'asthénie progressive. Tout ça, on a déjà détaillé pourquoi. L'anémie, c'est par étouffement de la moelle. Altération de l'état général et l'asthénie, c'est le syndrome tumoral. Les signes physiques, on a déjà parlé, ces cellules peuvent migrer vers le foie, la rate et les ganglions, causant, pas toujours, mais vous voyez, la splénomégalie dans 40% des cas, les adénopathies dans 30% des cas. D'accord? Donc, c'est un cas par cas. Et bien sûr, on a les signes d'hyperviscosité en rapport avec l'augmentation de l'IgM au niveau du sang. Là, pour le diagnostic, donc... Alors là, pour le diagnostic, l'hémogramme, donc on a l'anémie, les globules rouges normaux, parfois hyperleucocytose, les plaquettes souvent normales, thrombopénie modérée dans 10% des cas. Donc le signe majeur, c'est l'anémie. C'est la première lignée qui sera touchée. On a différents mécanismes. C'est par l'insuffisance sanguine, c'est par les saignements dus à peut-être une thrombopénie, c'est par l'hypersplénisme. Quand on a une augmentation du volume de la rate, elle devient hyperactive et donc elle va lyser plein de globules rouges. Et, comme le mécanisme précédent, l'hémodilution. Le frottis sanguin, bien sûr, globules rouges en rouleau, bien sûr, non spécifique, parce qu'on a déjà entendu ce signe dans le myélome multiple. Donc, non plus, c'est non plus un signe spécifique. Vitesse de sédimentation accélérée sans rapport avec l'état inflammatoire. Le DP, c'est-à-dire l'électrophorage de protéines sériques, donc logique, l'IgM, donc ça va causer une hyperprotéidémie supérieure à 80 grammes par litre. Et bien sûr, à un pic à base étroite, c'est-à-dire un seul type d'immunoglobuline, c'est l'IgM dans le cas de la maladie de Waldenström. Pour la cytologie, c'est une prolifération lymphoïde polymorphe, donc prolifération même de lymphocytes, même des plasmocytes, mais surtout la prolifération prédominante dans la maladie de Waldenström, c'est les lymphoplasmocytes. D'accord, c'est les lymphoplasmocytes. Fonction ganglionnaire, elle est inutile parce que déjà, on va objectiver ces cellules dans le médulogramme. D'accord? Très bien. Et l'immunoélectrophorèse, IgM supérieure à 5 grammes par litre. Alors, pour les complications, on a les signes d'hyperviscosité neurosensorielle, c'est logique, les complications rénales, notamment avec le dépôt de ces immunoglobulines au niveau rénal, et même au niveau pulmonaire, etc. Donc, ça peut toucher pas mal d'organes. Pour le pronostic médian de survie, son traitement est estimé à 1 an, cependant 10% peuvent atteindre 15 ans. Pour le traitement, c'est pour prolonger la survie, donc comme c'est le cas pour le myélome multiple, c'est le même traitement symptomatique pratiquement du myélome multiple. Transfusion à éviter, déjà le sang est hyper visqueux, donc ça le rend beaucoup plus visqueux. C'est l'une des raisons où la transfusion est à éviter. Plasmaphéresis pour l'hyperviscosité du sang. Et traitement spécifique, sans trop tarder, c'est une polychimiothérapie, comme c'est le cas, sans rentrer beaucoup plus dans les détails.
c'est une polychimiothérapie basée sur plein de molécules qui peut stopper la prolifération de ces cellules. Et bien sûr, la surveillance clinique, syndrome tumoral, hyperviscosité, infection et biologique, l'étrophoise de protéines et médulogramme et FNS pour les signes pour l'anémie. Très bien. C'est le tout pour notre vidéo. J'espère qu'elle était bénéfique pour vous. Et à la prochaine, Inch'Allah, dans notre vidéo. Et à la prochaine.